M'est-il déjà arrivé de me demander si mes enfants avaient subtilement pris le contrôle de ma vie en vieillissant ? Alors que j'aborde mes 60, 70 ou même 80 ans, les frontières entre affection, obligation et mécontentement non dit peuvent devenir floues, surtout avec ma progéniture. Cela commence peut-être par de l'affection et de l'aide, mais je finis par faire passer mes besoins en dernier, à me taire et à renoncer à l'autorité sur mon propre emploi du temps. Dans cette présentation, j'explore 5 signes subtils mais importants que je suis devenu, sans le vouloir, soumis à mes enfants. Non pas un père ni un guide, mais un individu piégé dans une position qui ne contribue plus à ma tranquillité, mon bien-être ou mon respect de moi-même. Et voici pourquoi vous devriez continuer à regarder. Certains de ces signes pourraient vous sembler étrangement familiers, mais tant que je ne les identifie pas, je ne peux pas les changer. Et les identifier pourrait bien m'aider à reconquérir mon temps, mes décisions et mon identité personnelle. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une fois que j'aurai reconnu ces tendances, je comprendrai comment de petits ajustements peuvent mener à une libération considérable, non seulement du devoir, mais vers une existence qui m'appartient encore. Commençons. Signe numéro 1, placer constamment leurs besoins avant ma propre santé. L'un des signes les plus évidents que j'ai glissé vers un état de soumission, c'est quand les nécessités de mes enfants prennent systématiquement le pas sur mon propre bien-être physique et émotionnel. Ça peut paraître louable au début, sauter mon rendez-vous médical parce qu'ils ont besoin d'une baby-sitter, retarder le renouvellement de mes médicaments pour les aider financièrement, ou traverser la ville en voiture alors que je souffre simplement parce qu'ils l'ont demandé. Mais avec le temps, ce genre de comportement m'épuise intérieurement et extérieurement. Quand je prends habituellement des décisions qui ignorent les signaux de mon propre corps, je ne suis pas seulement généreux, je m'efface. Je peux me convaincre que ce n'est que temporaire ou que c'est naturel pour un parent. Mais quand le temporaire dure des mois ou des années, le prix à payer devient indéniable. D'un point de vue psychologique, ce type de conduite peut venir de rôles personnels profondément ancrés. De nombreux pères plus âgés ont bâti leur sentiment de valeur sur le fait d'être indispensables. Pourtant, il y a une différence entre être nécessaire et être exploité. Le premier procure de la satisfaction, tandis que le second muse progressivement, jour après jour. Et c'est ce qui rend la chose si compliquée. Mes enfants ne réalisent peut-être même pas ce qui se passe. Si je ne refuse jamais, ils supposent que je suis toujours disponible. Si je ne montre jamais de malaise, ils supposent que je vais toujours bien. Le schéma persiste, non pas à cause de leur méchanceté, mais parce que je les ai involontairement conditionnés à penser que mes limites sont infinies. Prenez Mary, une grand-mère de 74 ans de l'Ohio. Elle a commencé à garder les 3 enfants de sa fille 5 jours par semaine après sa retraite. Ce devait être un arrangement à court terme, mais 5 ans plus tard, elle consacrait encore 40 heures par semaine à s'occuper des enfants, manquant ainsi son club de lecture, ses rendez-vous médicaux et même un voyage très attendu avec ses amis. Elle adorait ses petits-enfants. Mais avec le temps, elle a avoué qu'elle ne se reconnaissait plus dans sa propre vie. Si cela résonne avec votre expérience, il est temps que je me pose une question difficile mais bienveillante. Est-ce que j'aide par choix ? Ou suis-je poussé par la crainte des conséquences si j'arrêtais ? Cette distinction peut révéler tout ce que j'ai besoin de comprendre sur ma position actuelle. Quand ma santé et ma tranquillité sont constamment sacrifiées pour le confort d'un autre, je ne fais pas œuvre de parent. Je capitule. Et je mérite mieux. Signe numéro 2, ressentir de la culpabilité en refusant des demandes. Le deuxième signe est subtil mais puissant. Je ressens de la culpabilité chaque fois que je dis non, même si mes raisons sont tout à fait valables. La culpabilité est un sentiment normal, mais quand elle devient ma réponse par défaut à l'établissement de limites saines, ce n'est pas de l'affection. C'est une forme de programmation émotionnelle. Au fil des ans, beaucoup de pères prénoms prennent l'habitude d'assimiler non à un échec. Ils sont convaincus que s'ils ne sont pas là à chaque fois, ils déçoivent d'une manière ou d'une autre leur enfant. Mais c'est faux, ce n'est pas de l'affection. C'est la culpabilité déguisée. Voici le mécanisme psychologique. Après avoir passé des décennies à privilégier le contentement de mes enfants, il peut sembler déplacé, presque égoïste, de me donner la priorité. Mais vieillir ne signifie pas que je leur dois davantage. Cela signifie que j'ai mérité le droit de regagner mon espace personnel. Si mon enfant réagit avec consternation ou irritation quand je dis « pas aujourd'hui » ou « j'ai besoin de repos », je devrais me demander « réagissent-ils à la limite elle-même » ou au fait que je n'en ai jamais posé auparavant ?
Un dicton courant chez les thérapeutes est « La première fois que vous posez une limite à quelqu'un qui n'y est pas habitué, il ne la percevra pas comme saine. Il l'interprétera comme une trahison. Ce n'est pas mon problème. C'est leur processus d'adaptation. » Par exemple, pensez à Roger, un enseignant retraité de 79 ans de Floride. Chaque dimanche, il faisait 2 heures de route aller-retour pour s'occuper de la pelouse de son fils, se disant « Mon fils travaille dur et je veux l'aider ». Quand ses genoux ont commencé à le faire souffrir, il hésitait à exprimer son inconfort. Finalement, quand il en a parlé, son fils a suggéré d'engager un jardinier, mais a remarqué « Je pensais simplement que tu aimais le faire ». Roger a compris qu'il avait enduré sa douleur en silence, non pas à cause des exigences de son fils, mais parce qu'il n'avait pas exprimé ses propres limites. Si j'accepte par culpabilité, plutôt que par plaisir ou disponibilité, ce « oui » se transforme en une forme silencieuse d'amertume. Et cette amertume ne reste pas inactive, elle grandit. Refuser quand c'est nécessaire ne fait pas de moi un mauvais parent. Cela fait de moi un parent authentique, quelqu'un qui s'estime suffisamment pour choisir avec sagesse au lieu d'être gouverné par le devoir. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces observations vous sont utiles, je vous invite à commenter avec le chiffre 2 ci-dessous pour indiquer votre présence. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien aide à la création continue de contenu de qualité, conçu pour vous informer et vous motiver. Continuons. Signe numéro 3, fournir une aide financière que je ne peux pas assumer. Le 3e signe est celui auquel de nombreux pères plus âgés succombent sans en mesurer toute la portée. Je persiste à offrir une aide financière à mes enfants, même lorsque cela dépasse mes propres moyens ou met en péril ma retraite. Soyons clairs, aider occasionnellement n'est pas le problème. La difficulté surgit quand l'aide devient un schéma insoutenable, mais que je me sens trop lié par le devoir ou trop effrayé pour arrêter. L'argent n'est jamais seulement une question d'argent, surtout en famille. Il porte une charge émotionnelle importante. Affection, obligation, culpabilité, peur de l'abandon. Je pourrais me dire, ils ont des difficultés. Quel genre de père serais-je si je n'intervenais pas ? Mais je devrais me poser cette question. Que se passe-t-il quand ma générosité compromet ma propre sécurité financière ? Quand j'hésite à allumer le chauffage en hiver juste pour payer le loyer de ma fille, ou que je reporte des soins médicaux pour que mon petit-fils puisse aller en colonie de vacances. Voici la dure réalité. Sacrifier mon bien-être pour le confort de mon enfant adulte n'est pas louable. C'est intenable à long terme. Et souvent, cela ne leur rend même pas service. Cela peut encourager la dépendance plutôt que la résilience, et un sentiment de dû au lieu de la gratitude. Et cela établit un schéma qui dit « mes besoins sont toujours secondaires ». Pensez à Hélène, 74 ans, qui avait discrètement arrêté de participer à son groupe de marche mensuel pour économiser sur l'essence. La raison ? Elle versait 300 $ par mois à son fils, qui avait soi-disant juste besoin d'un coup de pouce pour devenir autonome. Mais cette aide durait depuis 3 ans. Quand elle a finalement suggéré qu'elle pourrait avoir besoin de réduire son aide, son fils a répondu « Mais maman, tu as toujours dit que tu m'aiderais ». Et à ce moment-là, Hélène comprit qu'il ne la voyait pas comme une personne aux ressources limitées. Il la voyait comme une source d'approvisionnement. Si aider provoque du stress, de l'amertume ou de l'appréhension, ce n'est plus un don véritable. Cela devient un échange auquel je me sens contraint. Et ce n'est pas une façon de cultiver une relation saine. J'ai tout à fait le droit de déclarer « je dois me prioriser maintenant ». Je n'abandonne pas mon enfant. Je rentre simplement dans ma propre phase d'indépendance mature. Une phase où ma sécurité, ma tranquillité et mon respect de moi-même sont aussi importants que les leurs. Et ce n'est pas égoïste, c'est de la sagesse. Signe numéro 4, être émotionnellement gouverné par leurs réactions. Le 4e signe est subtil mais exceptionnellement puissant. Je me surprends à modifier mon humeur, mes choix et même mon calme, en fonction de la réaction de mes enfants. S'ils sont distants, je crains d'avoir fait une erreur. S'ils sont contrariés, je me précipite pour arranger les choses, même sans savoir ce que j'ai mal fait. S'ils sont indifférents, je me renferme. S'ils sont aimables, je suis soulagé. Ce genre de lien émotionnel n'est pas de l'affection. C'est une forme de servitude. Lorsque ma tranquillité dépend de l'état émotionnel d'un autre, j'ai perdu quelque chose d'essentiel. Mon équilibre. Cela a pu commencer des décennies plus tôt, quand ils étaient de jeunes enfants et que je devais gérer leur environnement pour assurer leur sécurité. Mais ce ne sont plus des bambins. Et je ne suis pas seulement leur père,
Je suis aussi un individu à part entière. Cette dépendance émotionnelle se manifeste de manière rarement abordée. Je reporte des plans avec des amis parce que ma fille pourrait appeler et avoir besoin de parler. J'accepte des activités que je préférerais éviter juste pour ne pas entendre un soupir ou un silence à l'autre bout du fil. Je repasse mentalement des conversations, me demandant si j'ai dit quelque chose de déplacé parce qu'il semblait mécontent. Et le pire, c'est qu'avec le temps, cela érode ma confiance en moi. Je cesse de consulter mes propres pensées, désirs ou intuitions, trop occupé à guetter leurs réactions comme un thermostat. Je me souviens de Georges, un homme de 78 ans que j'ai rencontré via une initiative de soutien communautaire. Son fils adulte, la quarantaine, appelait rarement, sauf s'il avait besoin d'aide. Pourtant, si Georges ne répondait pas rapidement, il recevait un message subtilement hostile « Je suppose que je vais me débrouiller seul ». Et Georges, à chaque fois, se sentait comme un raté. Un homme qui avait fait 2 guerres et monté une entreprise à partir de rien, réduit à une anxiété nerveuse à cause d'un appel manqué. Et si cela ressemble à une expérience que vous avez vécue, vous n'êtes pas seul. De nombreux pères plus âgés craignent de déplaire à leurs enfants, marchant sur des œufs émotionnellement pour maintenir l'harmonie. Mais je dois me demander, quelle sorte de tranquillité est-ce là ? Si elle est obtenue au détriment de ma propre paix, je n'ai pas besoin de gagner leur affection en régulant constamment leurs émotions. La véritable affection n'exige pas que je réprime mes propres sentiments. Et si ma compagnie n'est acceptée que lorsque je suis utile, silencieux ou docile, ce n'est pas une relation, c'est de la soumission. Je mérite l'espace d'exister librement. Ce n'est pas du rejet, c'est de l'estime de soi. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces observations vous sont utiles, je vous invite à commenter avec le chiffre 4 ci-dessous pour indiquer que vous êtes toujours là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien aide à la création continue de contenu de qualité conçu pour vous informer et vous motiver. Continuons. Signe numéro 5. Renoncer à mes propres besoins pour préserver l'harmonie. Le 5e signe ne semble pas toujours grave, mais c'est l'une des formes d'autonégligence les plus épuisantes. Lorsque je cesse de respecter mes propres besoins, mon confort personnel, voire ma souffrance physique, juste pour éviter un conflit avec mes enfants, j'ignore mon mal de dos pour pouvoir garder les enfants. Je saute des repas ou des rendez-vous prévus pour les conduire à travers la ville. J'acquiesce alors que chaque fibre de mon être proteste en silence et je me persuade que c'est un acte d'amour. Pourtant, au fond de moi, je sais que c'est autre chose. C'est de la peur. Peur de les contrarier. Peur d'être qualifié d'égoïste. Peur que si j'arrête de trop donner, je les perdrai complètement. Il ne s'agit pas d'un acte isolé de bienveillance ou d'aide. Chaque père fait des sacrifices. C'est une partie intégrante du rôle. Mais quand cette tendance persiste dans mes 70 et 80 ans, et quand mon propre bien-être, mon temps et ma vitalité sont constamment ignorés, je dois me demander, est-ce encore de l'affection ou est-ce un déséquilibre ? Il est facile de tomber dans ce piège quand, pendant des décennies, mon identité a été liée au fait d'être celui qui pourvoit. Et même après la retraite, même si mon corps commence à ralentir, mon esprit continue de me pousser, continue, ils ont besoin de toi. Pourtant, la réalité, c'est que mes besoins sont importants. Pas seulement en principe, mais en pratique. J'ai le droit de me reposer sans culpabiliser. J'ai le droit de dire « pas aujourd'hui » sans avoir à me justifier. J'ai le droit de prioriser ma santé et ma tranquillité, non comme une récompense, mais comme une norme de base. J'ai discuté une fois avec une dame nommée Carole, 74 ans, qui s'était récemment effondrée d'épuisement. Elle s'occupait des 2 jeunes enfants de sa fille adulte, 5 jours par semaine, tout en gérant son propre diabète et son arthrite. Quand je lui ai demandé si elle avait déjà dit à sa fille qu'elle était fatiguée, elle a répondu « Oh, je ne pourrais pas faire ça. Elle pourrait penser que je ne les aime pas assez. » Mais voici le nœud du problème. L'affection n'est pas synonyme d'auto-effacement. Et si quelqu'un n'accueille mon affection que lorsqu'elle me nuit, il ne reçoit pas vraiment de l'amour. En réalité, il m'épuise. Le plus difficile, c'est que les limites que je n'ai pas posées dans la 50aine ou la 60aine deviennent les normes que l'on attend de moi dans la 70aine et au-delà. Et chaque fois que j'ignore l'appel de mon corps au repos, chaque fois que je tais mes propres besoins pour éviter de décevoir, je me conditionne à croire que ma valeur se mesure à ma capacité d'endurance. Mais je ne suis pas destiné à passer mes dernières années comme un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre.
J'ai mérité le droit de vivre pour moi-même, sans excuse, sans avoir rien à prouver. Et cela commence quand je cesse de troquer ma valeur personnelle contre l'approbation de mes enfants. Je ne suis pas là pour servir de tampon au tumulte des autres. J'ai le droit d'occuper mon propre espace. Réflexion finale. Peut-être que certains des sujets abordés aujourd'hui ont résonné un peu trop personnellement. Ou peut-être que cela vous a simplement poussé à marquer une pause et à réfléchir. Attendez. Quand ai-je commencé à reléguer mes propres besoins au second plan ? La réalité, c'est que de nombreux pères aimants et bien intentionnés glissent dans ce schéma sans jamais s'en rendre compte, parce que cela ne ressemble pas à de la servitude. Ça ressemble à une obligation, à de l'affection, à bien faire. Mais quand ce sentiment de responsabilité commence à saper ma santé, ma tranquillité, mon sentiment d'identité, c'est le moment où je dois m'arrêter et me demander: est-ce que je mène encore ma propre vie ou est-ce que je ne fais que subir celle de quelqu'un d'autre ? Si vous avez identifié ne serait-ce qu'un seul de ces signes dans votre propre vie, je veux que vous compreniez quelque chose. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore redéfinir le respect au sein de votre famille. Vous pouvez encore établir de nouvelles limites qui protègent votre vitalité. Vous pouvez encore reconquérir votre temps, votre voix, votre valeur. Parce que l'affection qui me prive de ma liberté n'est pas de la véritable affection. C'est un déséquilibre. Alors, soyez assez courageux pour dire vos besoins, assez sage pour vous reposer et assez compatissant envers vous-même pour commencer à prioriser votre propre bien-être. Merci pour votre attention aujourd'hui. J'aimerais beaucoup connaître vos pensées. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous, partageant une prise de conscience d'aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos perspectives sont précieuses, alors n'hésitez pas à les exprimer. Lire vos commentaires est une grande source de motivation et d'encouragement pour moi. Si vous avez trouvé cette vidéo agréable et utile, je vous encourage à aimer, vous abonner et la partager. Votre soutien permet la création continue de contenus de qualité conçus pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.